je laisse la parole à Tonio Maritato qui va se présenter et puis qui est aujourd'hui notre intervenant sur ce sujet de la stratégie d'achat d'énergie. Et merci à lui. Bonjour à tous alors, et je vous remercie aussi de me permettre de vous expliquer un peu les achats d'électricité et le marché de l'électricité. J'ai mis stratégie d'achat d'énergie, mais aujourd'hui on parlera principalement d'électricité. Donc, rapidement, je vais me présenter dans un premier temps et la structure que je représente. Après, on va rentrer dans les détails techniques du marché, des produits sur le marché de l'énergie. Ensuite, je vais vous détailler les différentes typologies d'offres de fourniture d'électricité qui sont effectuées par les fournisseurs vers les consommateurs. Et derrière, on va réfléchir, ou je vais donner quelques pistes sur des stratégies à mener pour acheter au mieux son électricité. Et donc, pour finir, pour conclure, je vais vous expliciter quelques mécanismes très, très importants qui sont en discussion en ce moment au niveau de l'État. Donc, tout d'abord, Tonio Maritato, ça sonne pas breton, mais je suis né en Bretagne, à Loudéac. J'habite en Bretagne. J'ai étudié et travaillé tout au long de ma carrière dans l'énergie, dans différentes sociétés et dans différentes typologies d'énergie. J'ai commencé par des grosses puissances, 400-800 mégawatts, chez des grosses entreprises, parce que en sortant d'école d'ingénieur, on est formaté pour aller travailler vers des grosses entreprises. Et petit à petit, je suis allé plutôt vers des petites puissances et vers des petites entreprises, vers les énergies renouvelables avec la cogénération biogaz dans la méthanisation, le biométhane dernièrement. Et je me suis plutôt régionalisé, car pour moi, la thématique de l'énergie qui est une passion pour moi, elle est importante, certes, au niveau France, la maille France, mais aussi au niveau des territoires, et on a chacun nos spécificités. Voilà. Petit à petit, je me forme aussi auprès de bureaux d'études spécialisés sur différentes thématiques, notamment le solaire photovoltaïque, où vous êtes très bien instruit par la PEFA, mais je suis aussi sur le moyen éolien et donc sur l'efficience énergétique. J'ai effectué quelques formations et je me développe petit à petit. Donc, j'ai créé Thomas Watt il y a 1 an et demi. Je suis auto-entrepreneur et je me présente en tant que référent énergie des PME, PMI qui n'ont pas forcément le temps ou l'argent pour pouvoir avoir une personne qui s'occupe de la thématique énergie. Et donc, je propose des prestations diverses et variées, ou alors des accompagnements long terme sur 4 thématiques principales. Tout d'abord, ma porte d'entrée, c'est quand même la maîtrise de la facture, et dernièrement, ça a été vraiment très important. Donc, avec l'optimisation des achats d'électricité, des frais d'acheminement, et en faisant des dossiers d'exonération de taxes, parce que tout producteur de produits énergétiques, dont l'électricité, donc en l'électricité qui est utilisée pour la production d'électricité ou de chaleur ou autre, elle est exonérée de taxes. J'exerce aussi dans la réduction des consommations auprès des industriels dans l'efficience énergétique, utilisation de chaleur fatale, c'est pas vraiment la thématique aujourd'hui. Je fais des études d'opportunité et mène des projets au niveau du solaire PV, sur l'éolien, comme je vous ai dit, mais je connais aussi bien la cogénération, biogaz ou gaz naturel, le bio-CO2, produit pour les méthanisations, le bio-GNV, donc c'est un peu toute thématique. Et donc, je vais jusqu'à la valorisation des surplus ou de la production en elle-même, en conseillant sur les tarifs d'obligation d'achat, sur les appels d'offres, puis sur des choses un peu plus précises pour la méthanisation, les certificats de production de biométhane. Voilà. Et je m'intéresse bien sûr aussi donc, à l'autoconsommation collective, parce que c'est pour moi un élément important.
Donc aujourd'hui, moi, j'ai vraiment mon fer de lance, c'est quand même de gagner la confiance et puis de rester pragmatique et au service du client. Et donc, je reste auto-entrepreneur pour être accessible directement et non pas forcément avoir des salariés qu'il faut former, qui auront pas forcément toutes les connaissances. J'ai plus de 70 clients aujourd'hui. Comme vous voyez, je rayonne plutôt dans le Grand Ouest. Euh, je fais partie d'un regroupement d'indépendants des gaz verts. On est 8 sociétés, petites structures, pour accompagner tout au long du projet des méthaniseurs. Donc moi, je suis plutôt sur la thématique énergie. Et voilà, j'ai été lauréat aussi d'un appel à projet GRDF pour réduire la dépendance énergétique des méthaniseurs, donc une étude multi-énergie, solaire, biomasse, éolien. Bon, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et rappeler quelques bases techniques pour comprendre les offres de fourniture d'électricité et le mécanisme des marchés. Voilà. Donc, tout d'abord, tout part de la production, bien évidemment, et bon, c'est enfoncer les portes ouvertes, mais le nucléaire reste quand même la production principale, avec environ 75% de la production en France. C'est un point important. Dernièrement, en France, on consomme à peu près 450 TWh d'électricité. On en produit 360 avec le nucléaire. Dernièrement, ça a plutôt diminué autour de 290 TWh dû au problème du nucléaire que vous connaissez peut-être. Et c'est pour ça que le marché de l'énergie a été principalement en tension. Et donc, le deuxième point important, c'est quand même que tous ces actifs de production, si on parle sur une maille française, ils appartiennent à EDF. Donc, ça reste forcément un acteur majeur dans le monde de l'énergie. Donc, ceci étant dit, une fois qu'on a parlé des flux physiques qui sont assez simples, hein, l'électricité, elle va là où elle est consommée, et elle va dans les réseaux, et elle est consommée au plus près. Elle ne fait pas 10 km si elle peut faire 5 km pour être consommée. Outre ça, il y a ce qu'on appelle donc les flux financiers entre producteurs et consommateurs. Et en fait, c'est vraiment sur cette partie que toute la présentation est reposée. Et c'est cette partie qui est malheureusement assez complexe. Donc, les producteurs, donc les gros producteurs que sont EDF et le nucléaire, ils vendent une partie de leur production sur des marchés de gros, où les fournisseurs ou des agrégateurs ou alors des tierces parties achètent. Donc en fonction d'un marché libre, donc c'est l'offre et la fourniture c'est la demande versus la production qui fait les prix. Donc ça, c'est le marché de gros. Il y a aussi donc le marché de capacité. Les fournisseurs, en fait, pour parer aux pointes de la production en hiver, il faut être sûr qu'il y a des capacités en France, des capacités de production. Il y a un marché qui les rémunère parce que sinon, elles seraient peut-être démantelées et donc on aurait potentiellement pas assez de pointes en France. C'est notamment les centrales fuel, hein, plutôt. Donc, il y a un marché de capacité, c'est pareil, c'est l'offre et la demande. Et donc, c'est un prix, non pas en euros par mégawattheure, mais en euros par mégawatt. Et donc, tous ces acteurs, ensuite, une fois qu'ils ont acquis leur électricité commercialement, elles vont le vendre sur le marché de détail auprès des consommateurs. Et le marché de détail, c'est les offres de fourniture que vous avez. Donc, vous, en tant que producteur photovoltaïque, vous allez potentiellement, en sortie de tarif d'obligation d'achat, bientôt peut-être avoir affaire au marché de gros, marché de capacité et autres. Mais aujourd'hui, en tant que consommateur, vous êtes sur le marché de détail et donc c'est les offres de fourniture. Après, voilà, l'électricité, elle transite toujours via Enedis et RTE. Et donc, dans la facture, il y a des frais de transport et puis des frais liés à la fourniture. Donc, c'est ce que je présente ici.
Donc là, c'est un peu plus détaillé. C'est la structure d'un prix de l'électricité achetée. Donc tout d'abord, il y a l'électron qui en fait représente l'énergie qui transite par le fournisseur. Ça, c'est donc avant, on était plutôt sur des moyennes, donc c'est la partie en vert. On était plutôt sur des moyennes de 50-60 euros par mégawattheure avant 2022, avant la crise sur le nucléaire et ukrainienne ensuite. Et aujourd'hui, on est plutôt sur du 150 et c'est cette partie-là qui a vraiment fortement augmenté dernièrement. Donc après, il y a le mécanisme de capacité dont j'ai discuté. Il y a le mécanisme des certificats d'économie d'énergie. Certains consommateurs ont cette brique de coût dans leur facture. Les certificats d'économie d'énergie, c'est une obligation qui est faite aux fournisseurs pour induire des économies d'énergie auprès des consommateurs. Et donc, ils subventionnent des actions d'économie d'énergie. Bien sûr, ça devient une brique de dépenses auprès de tous les consommateurs en France. Pas tous, certains, mais en tout cas, en particulier tertiaire, c'est obligatoire. Voilà, c'est pas vraiment les fournisseurs qui financent les certificats d'économie d'énergie, c'est plutôt les consommateurs, la globalité des consommateurs qui financent. Donc ça, c'est vraiment la partie liée aux fournisseurs. Après vient donc la partie liée à l'acheminement, qui est en fait la partie de rémunération des flux physiques en fait qui vont du producteur au consommateur et qui transitent sur les réseaux basse tension et haute tension Enedis et RTE. Donc là, il y a quand même des optimisations possibles sur la facture, par exemple sur la puissance souscrite, puisque la puissance joue sur l'abonnement. Mais il y a aussi sur la formule d'acheminement que vous sélectionnez, courte utilisation, longue utilisation. En faisant des simulations, on peut voir qu'on peut gagner quelques centaines, voire milliers d'euros en changeant de formule d'acheminement. Et vient la troisième partie de la facture qui sont les taxes. Alors, aujourd'hui, on va avoir qu'une taxe qui s'appelle l'accise sur l'électricité, qui était avant appelée la TICFE ou alors la CSPE. Et cette taxe, l'accise sur l'électricité, elle inclut maintenant les taxes locales de l'électricité, les TLCFE, qui étaient là pour rémunérer les collectivités et les départements. Aujourd'hui, c'est une taxe complète. Et donc, comme je vous disais, il y a des exonérations possibles en tant que producteur d'énergie vraiment pour la partie d'électricité qui est utilisée pour la production d'énergie. Hein. C'est pas, voilà, pas, vous êtes producteur photovoltaïque, finalement, vous n'avez pas besoin d'électricité pour produire votre solaire, donc vous n'avez pas d'exonération sur l'électricité que vous ne consommez pas. Quoi. Voilà. Et donc, par contre, il peut y en avoir pour les méthaniseurs, par exemple. Ah oui, tous les méthaniseurs peuvent s'exonérer de cette taxe. Alors, depuis la crise de l'énergie et donc depuis février 2022, cette taxe qui est pour un particulier à 32 euros par mégawattheure, donc 3 centimes d'euros par kilowattheure. Alors moi, je vais parler beaucoup en euros par mégawattheure. Pour le passer en centimes d'euros par kilowattheure, il faut juste diviser par 10. Mais je suis plus habitué en euros par mégawattheure. Et qui est de 25 euros chez un professionnel, elle a été diminuée à 0,5 euros chez les professionnels à partir du 1er février 2022. Et cette diminution, elle a été encore de nouveau validée dans la loi des finances qui est sortie en décembre 2023. Et donc, elle va être à 0,5 jusqu'à janvier 2025. Après, pour moi, elle sera remise dans la normalité. D'ailleurs, aujourd'hui, vous entendez parler que les tarifs réglementés de vente vont augmenter là, au 1er février 2024. Là c'est principalement dû au fait que pour les particuliers, sur les tarifs bleus, donc C5, ils augmentent la partie taxe. Alors, ça ne veut pas dire que sur les autres tarifs, sur les C5, les professionnels et les C4, etc., sur les professionnels, ils vont l'augmenter. Hein. Voilà. En tout cas, on va vers plutôt une remise en place de cette taxe. Hein, voilà. Et en tout cas, on peut l'exonérer chez les méthaniseurs, c'est clair. Donc, pour l'instant, cette augmentation qui est prévue au 1er février là, prochain pour les particuliers, elle n'est pas prévue pour les professionnels. Ah oui, si. Alors, ouais, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse.
Je pense que sur les C5 professionnels, elle va être augmentée, ouais. Elle va être augmentée aussi parce que oui, ça va être augmenté. Par contre, sur les tarifs C4, en fait, le tarif bleu, il peut avoir une taxation différente des autres tarifs, par exemple, le tarif minimum, c'était 0,5 euros, là, et en tarif bleu, c'était 1 euro par mégawattheure. Mais là, il va être augmenté. Et je ne saurais pas dire, je ne suis pas sûr, sûr et certain si aussi chez les professionnels ça va être augmenté, mais je pense que oui, parce que le tarif augmente. Donc, je pense que oui. Je pourrais vérifier, mais bon, on va le savoir de toute façon assez rapidement. Ils vont publier les tarifs rapidement. OK. Donc là, c'est un, comment dire, sur les marchés, il y a sur les marchés de gros de l'énergie, donc ce qui en fait finalement, parce que le marché de détail, donc les offres de fourniture d'énergie sont indexées malheureusement sur les marchés de gros, la plupart du temps de l'énergie, donc ce qui est vendu entre fournisseurs et producteurs. Bon, là c'est comment dire, un graphique et les raisons principales des différentes diminutions ou augmentations des tarifs sur les marchés. Alors, le CAL plus 1, ça représente comment dire, un bandeau de consommation sur toute l'année pour l'année prochaine. Donc, par exemple, si on se situe en 2021, ça représente le prix pour 2022. Le CAL plus 2, si on se situe en 2021, donc la courbe en orange, ça représente ce bandeau-là pour 2023. Donc voilà, c'est important de savoir ça pour comprendre cette courbe. Mais ce qui est important, c'est surtout de voir, bon, bah, au tout début, on était dans les 50 euros et on ne voit même pas les augmentations, diminutions de prix sur les marchés de gros parce que en fait, on restait dans un bandeau 30-70 euros par mégawattheure et que dernièrement, là, au début, on voit que ça a augmenté en août 2021. En fait, c'était le début des problèmes de fissures de tuyauterie dues à la corrosion sous contrainte du parc nucléaire. Et c'est ça vraiment qui a fait augmenter les prix au début. Alors, après, vous voyez qu'après février-mars 2022, ça a augmenté énormément. Et là, donc, parce qu'il y avait deux effets, il y avait l'effet nucléaire plus l'effet Ukraine, donc qui a ramené à des prix, bon, ben, vous voyez, jusqu'à 1 000 euros par mégawattheure en août 2022. Et là, il y a eu un arrêt des offres de fourniture parce que là, ça devenait un peu, sensationnel et un début de prise de conscience des politiques qu'il y avait un problème quand même. Pourquoi on paierait 1 000 euros à ce moment-là des tarifs dans le futur? Donc, ça a diminué quand même. En fait, moi, j'explique toujours, les marchés, ça reflète pas le prix de l'électricité du futur, la réalité. Ça reflète vraiment l'émotion. Les marchés, ce sont des traders. Et en fait, les prix reflètent un peu l'émotion du moment donné. Et malheureusement, c'est très, très important puisque les tarifs sont indexés sur ce marché. Par exemple, quand vous aviez un tarif à 400 euros par mégawattheure, ils vous font une offre à 450 ou 500, j'en sais rien. Et ben après, derrière, le fournisseur, il doit acheter son énergie. S'il le fait en bon père de famille, il va acheter la totalité de vos volumes et il va l'acheter sur les marchés à 400 euros. Alors bien sûr, ils peuvent ne pas l'acheter, ils peuvent l'acheter plus tard, faire des paris, mais ça, c'est du trading, c'est risqué. Voilà. Bon, en tout cas, par la suite, oui. Je me permets, j'ai une question, juste pour bien comprendre, mais peut-être que d'autres sont comme moi. Si on prend la courbe bleue, ça veut dire que quelqu'un qui aurait acheté, par exemple, en août 2022 sur la courbe bleue, c'est pour du courant qui lui sera mis à disposition un an après. Ouais, en 2023, plus 1. Ouais, c'est ça. Donc, des gens qui auraient acheté en août 2022 pour du courant qu'ils auront en 2023. Exactement. Et la courbe jaune, c'est acheté en 2022 pour 2024. Voilà. Donc et déjà, la courbe grise de l'année suivante. 2020 à 2025.
Oui, donc déjà, ça montre que D'accord. c'est assez important aussi. Bon, moi, je suis plutôt sur des stratégies long terme d'achat d'électricité. Bon, voilà, si on arrive à la fin de son échéance, on est en 2022 et on tombe là-dessus et on doit acheter pour 2023, bah, c'est clair que c'est problématique. Alors, c'est aussi problématique sur les autres échéances parce que vous voyez, ça se suit quand même, mais les prix sont inférieurs. Donc, bon, voilà, ça s'appelle la stratégie long terme, on va en discuter. Ouais. Donc, Ok. en tout cas, ouais, pardon. Non, Non, c'est je bon. continue. Ouais. Du coup, dernièrement, on voit que le marché était revenu dans les 100 euros par mégawattheure. Alors, toute la profession, tous les professionnels pensaient qu'on allait rester dans les 100 euros, 140 euros dans le futur, pour l'année 2024, par exemple. Mais on voit que maintenant, c'est en train de diminuer. Là, j'ai mis 80 euros par mégawattheure, mais depuis que j'ai fait ça, on est arrivé à 70 euros par mégawattheure sur les marchés. Pourquoi? Il y a deux raisons principales. Bon, vu la crise ukrainienne, les sabotages des gazoducs, etc., toute l'Europe a rempli ses stocks de gaz. Par exemple, en France, on s'est stocké 25% de notre consommation de gaz naturel. On s'est stocké 25% et c'est important parce que, en fait, ces prix marchés, ils dépendent de la dernière centrale qui est appelée pour produire le dernier mégawattheure d'énergie. C'est ce qu'on appelle le merit order. Et souvent, ce mégawattheure, il est produit à partir de gaz. Et donc, le prix de l'électricité dépend du prix du gaz. Donc, le fait qu'on stocke du gaz, ça met moins de tension sur le gaz. Et il y a vraiment très peu de tension, surtout qu'on a eu un novembre et un décembre très doux. Et donc, là, on attendait de voir un peu là, en janvier qu'est-ce que ça faisait avec des températures froides et ils ont continué de baisser. Ça veut vraiment dire qu'on revient sur un marché presque comme avant. Je dis presque parce que demain, il y a un autre problème géopolitique, bah, ça peut réaugmenter. On n'en sait rien. Moi je ne fais pas de prédiction sur le futur. À chaque fois, elles étaient fausses. Donc aujourd'hui, en tout cas, bon voilà, grâce à ça, plus la production nucléaire, les maintenances sont en train de se finir dû aux problèmes de soudure, mais aussi parce que durant le Covid, avec tous les arrêts qu'il y a eu, en fait, ils ont eu des problèmes sur les plans de maintenance. Donc aujourd'hui, voilà, on revient quand même sur un système beaucoup moins contraint. Voilà, personne n'avait prévu. Bah, moi, de mon côté, je parle avec des professeurs, personne n'avait prévu ça. Donc voilà, ça arrive. Là, en fait, toute cette courbe, personne ne pouvait la prévoir. C'est ça qui est quand même important de savoir. Mais ce qu'on voit là, c'est quand même que le cycle de la hausse et de la baisse, ça nous a appris beaucoup de choses. C'est que ça prend des années. Ça prend 2 à 3 ans. Là, on est sur 3 ans. Et donc, ce qui veut dire que dans la stratégie d'achat, c'est important d'acheter à l'avance, longtemps à l'avance. Il ne faut pas sortir à la fin de son contrat, même si ça peut être intéressant aussi d'attendre la fin de son contrat. Hein. Quand on attend la fin de son contrat et qu'on signe pour après, par exemple, aujourd'hui, on est dans une bonne situation. Mais c'était qui tout double. On ne sait pas trop ce qui se passe, quoi. Alors que anticiper, ça nous permet d'acheter des années futures et voilà, à des prix potentiellement raisonnables. Alors, ça, c'était le marché. Mais comme vous avez vu auparavant, on a quand même 75% de nucléaire qui est détenu par EDF. Et donc, ce nucléaire, il est vendu par EDF à ses propres consommateurs de contrats de gré à gré, des fois avec des gros consommateurs. Il est vendu peut-être via des contrats de gré à gré avec d'autres sociétés, mais il est vendu, il y a un produit qu'on appelle l'AREN, il a été mis en place en 2011, accès régulé à l'électricité nucléaire historique, et ça a été mis en place dans l'objectif de garantir des prix d'électricité abordables avec une concurrence équitable en France, parce que EDF possède tous les moyens de production, si on veut dire simplement. Et donc, il y a 100 TWh, donc je parle en TWh, je vous rappelle, 450 TWh de consommation en France. Le nucléaire représente à peu près 300-350 TWh. Il y a 100 TWh de ce nucléaire qui est dédié aux fournisseurs alternatifs et qui fait une transaction au prix de 42 euros par mégawattheure. Ce qui est important de ce produit,
c'est que il doit être commandé par exemple, pour les consommations de 2024, votre fournisseur doit les avoir commandés pour totalité l'année précédente. Et ce qui est très, très important aussi, c'est que ce mécanisme-là, qui date de pas mal de temps, il s'arrête en 2025, et donc ils sont en train de discuter d'un nouveau mécanisme. L'AREN, donc, il faut comprendre que ça ne dépend pas des… Alors, théoriquement, ça toutes les heures de juillet et août. Donc, on fait une moyenne là-dessus. On multiplie cette moyenne par un coefficient de bouclage qui était de 0,964 avant 2023 et qui est depuis 2023, depuis la baisse de production nucléaire, ils ont diminué. En fait, pour diminuer les droits à AREN des consommateurs, ça diminue mécaniquement de 12% les droits à AREN des consommateurs, et on multiplie ça par le nombre d'heures du contrat, et ça vous fait un volume que vous avez le droit à 42 € plus la marge de votre fournisseur alternatif, bien sûr. Et donc, c'est un produit très, très important, vous voyez les marchés, ben là, c'est 42 €. Et par exemple, un méthaniseur a le droit à 90-100% de droit à AREN. Un consommateur lambda, il se situe entre 40 et 60%. Donc, c'est intéressant quand même de s'intéresser à ce produit-là. Le problème, c'est qu'il a un plafond de 100 TWh. Et donc, si les fournisseurs alternatifs ils demandent plus que 100 TWh, eh ben, sur les offres de fourniture des fournisseurs, il y a ce qu'on appelle un écrêtement. Ils ne vont pas pouvoir fournir tout l'AREN à 42 € qu'ils ont promis à leurs consommateurs. Et donc, cet écrêtement, ces volumes écrêtés doivent être rachetés sur le marché. Et au moment où on connaît le taux d'écrêtement, et le taux d'écrêtement, on le connaît en décembre de l'année précédente, l'année de livraison. Donc en décembre, les fournisseurs doivent acheter les volumes écrétés. Alors, ce tableau, il représente les demandes à AREN des fournisseurs alternatifs sur chaque année. Vous voyez le plafond à 100 TWh, et par exemple, en 2024, ils ont demandé 130 TWh. Et en violet, là, les points en violet, c'est les taux d'écrêtement. Ça veut dire que, par exemple, en 2024, il y a 23% des droits à AREN promis par les fournisseurs alternatifs aux consommateurs qui n'ont pas pu s'approvisionner en AREN à 42 € et qui ont dû acheter au mois de décembre 2023. Donc, ce produit, en fait, il n'est pas vraiment un produit complètement fixe. On peut dire que, vous voyez, historiquement, c'est entre 20 et 30% le taux d'écrêtement. Donc, en gros, il y a 70% de vos droits à AREN qui sont fixes à 42, mais il y a 30% qui dépendent du marché. De quel marché? Du prix du mois de décembre. Et donc, ça c'est une incertitude qu'il faut bien maîtriser sur les offres. J'y reviendrai plus tard. Donc là, on va rentrer donc là, on a vu un peu les bases techniques du marché de l'énergie, donc les marchés, l'AREN. Donc, si vous avez d'autres questions sur l'AREN, n'hésitez pas aussi à m'interrompre avant de continuer. Là, maintenant, on va rentrer vraiment dans les typologies d'offres qu'on peut avoir. Et quel prix, par exemple, actuellement? Alors là, ça date de décembre 2024, mais comme ça baisse, ce serait plus bas en ce 2023. moment. Non, oui, pardon, ah oui, je me suis trompé. Oui. Ah oui, oui, oui. Non, c'est à date de décembre 2023, mais c'est des prix moyens pour 2025. Voilà, c'est ça. Je me suis trompé dans la slide. Alors, moi, ce que je veux mettre en avant par ces slides, vous voyez, donc il y a les tarifs réglementés de vente. Donc, pour les C5, les raccordés inférieurs à 36 kVA et avec un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, inférieur à 10 salariés, je vais expliquer ce que c'est après. Il y a des offres marché prix fixe, il y a des offres à AREN 100%, il y a des offres avec AREN écrêtement anticipé. Et, bon, voilà. Et vous avez des prix à 110, 80, 110, vous voyez, sur les offres. Et il y a un tarif réglementé de vente qui est à 160, en fait.
Faut pas penser que le tarif réglementé de vente, ce que je veux dire par là, c'est que le tarif réglementé de vente n'est pas forcément le mieux placé. Attention, hein, voilà. Ça dépend, voilà, ça dépend de plein de choses et notamment, ça dépend en fait de votre puissance souscrite, ça dépend de votre code NAF aussi, parce que si vous avez un code NAF agricole et une puissance souscrite inférieure à 250, vous accédez à une certaine typologie d'offres. En fait, moi, je suis en contact avec pas mal de fournisseurs et selon votre puissance souscrite, selon votre raccordement, selon votre cadenas, l'offre la plus intéressante ne va pas être la même pour votre voisin ou vous si vous n'avez pas le même profil. Alors, quand je parle de profil, ce n'est pas le profil de consommation, c'est même le raccordement et le code NAF. Donc voilà, ça c'est un point quand même très important. Et c'est pour ça que moi, les regroupements d'achats, il faut le faire intelligemment pour que chaque segment de ce regroupement puisse avoir la meilleure offre de fourniture. Et notamment, il faut regrouper en C4 et il n'y aura pas forcément la même offre. Donc, il ne faut pas tout regrouper dans le même sens. Voilà. Là, vous avez, chaque point représente une année de livraison, 2024, 2025, 2026, 2027. Et en abscisse, vous avez le mois de négociation. Et ça, ce sont les prix moyens. Alors attention, hors TURP, hors taxe. Je parle vraiment de la partie fournisseur qui est en fait négociable auprès des fournisseurs et qu'on peut comparer. Et ça, ce sont le prix moyen pondéré des consommations de chaque consommateur qui m'a fait confiance et sur lequel j'ai travaillé avec eux. Ce que je voulais démontrer là, c'est que même pendant la crise, on arrivait à trouver des offres inférieures à 170 € par mégawattheure et donc était inférieure au début de l'aide qui s'appelle l'amortissement. Parce qu'en fait, il y a certains fournisseurs qui faisaient des grilles de prix de 2 mois et en fonction. En fait, chaque fournisseur a sa stratégie d'achat. Il y en a qui achètent vraiment sur le marché, il y en a d'autres qui achètent à l'arène, il y en a d'autres qui achètent en avance des volumes qu'ils prévoient pour une certaine typologie de clients. Et donc, il y avait certains fournisseurs qui avaient acheté des volumes, ça fait longtemps, et qui les prévoyaient pour une certaine typologie de clients, et notamment, par exemple, pour les codes NAF agricoles. Et c'était des grilles de prix qui dépendaient que tous les 2 mois. Et donc, même si le marché augmentait énormément pendant 2 mois, il y avait le même prix. Et donc, c'était cette offre-là qui, à ce moment-là, était plus intéressante. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est tout le temps plus intéressante, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était plus intéressant, quoi. Voilà. Très bien. Les tarifs réglementés de vente, donc je pense qu'il y en a pas mal peut-être chez vous qui y sont, ou en tout cas peut-être qui n'y sont pas, ou voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un tarif qui est calculé par la Commission de régulation de l'énergie. En fait, il calcule un tarif par empilement des coûts. Il calcule un TURP moyen selon une consommation et un profil de consommation. Ils ajoutent la part à Rennes qu'a le droit un consommateur. En général, c'est autour de 60-70%. Ils ajoutent le reste, donc environ 30-40% de la fourniture sur la base marché. Et donc, sur le graphique, je vous explique un peu comment est calculé pour se rendre compte de comment peut potentiellement évoluer ce tarif réglementé de vente. En gros, en fait, la Creux fait une moyenne sur les 24 derniers mois du produit calendaire. Donc, c'est un bandeau, comme vous le voyez, orange ou jaune, je ne sais pas comment vous le voyez à votre écran. Et donc, une moyenne sur les 24 derniers mois. Ensuite, il y a en vert, il y a des produits trimestriels ou mensuels. Et ça, ils font une moyenne sur les 12 derniers mois. Et après, il y a le reste de votre consommation qui est en violet, qui suit votre courbe. Ça, c'est une moyenne historique des prix spot. Donc, en fait, il y a 40% environ du tarif réglementé de vente. De la part qui dépend de l'électron, qui est calculée comme ça. En fait, il y a une partie qui dépend des marchés les 24 derniers mois, une autre partie des 12 derniers mois, et une autre partie, c'est des moyennes historiques des spots. C'est important de savoir parce que dernièrement, ils ont augmenté énormément, mais là, comme les marchés diminuent,
bah, petit à petit, ça va diminuer. Voilà. Donc, qui peut en bénéficier? C'est important ça, parce qu'aujourd'hui, c'est que inférieur à 36 kVA, avec un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions et un nombre de salariés inférieur à 10. À partir du 1er janvier 2026, le type de raccordement n'aura plus d'importance. Il sera possible de souscrire au tarif réglementé de vente pour toute entreprise inférieure à 2 millions de chiffre d'affaires et un nombre de salariés inférieur à 10. Voilà. Alors, le fait que n'importe quelle entreprise peut souscrire, n'importe quelle PME, ne veut pas dire qu'il faut forcément y aller. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces tarifs réglementés de vente, ils sont indexés chaque 1er février et chaque 1er août d'une année. Donc, en fait, ce n'est pas un prix fixe, c'est un prix qui dépend de l'État. Ça, c'est le graphique de l'évolution des tarifs réglementés de vente depuis 2020. Pour simplifier, la partie en verte, c'est la partie TURP. Alors celle-là, c'est pour un consommateur professionnel en option base. Donc, il n'a pas d'option heure pleine, heure creuse. Donc, en vert, c'est le TURP. En bleu, c'est la partie énergie, la partie qui est liée au fournisseur, donc qui inclut la part arène et la part marché. Et en jaune ou orange, c'est la partie taxe. Le violet, donc la courbe violette, c'est le tarif réglementé hors taxe, hors TVA, pardon, taxes comprises, etc. Et ce que vous voyez en pointillé, c'est le tarif réglementé de vente hors bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, c'est une aide de l'État pour maximiser la hausse du tarif réglementé de vente. Sans bouclier tarifaire, sans aide de l'État, le calcul du tarif réglementé de vente au 1er février 2023, il aurait été de 315 € par mégawattheure. Il est réduit à 171 € par mégawattheure par le bouclier tarifaire. Donc ça, c'est des milliards et des milliards d'euros de l'État qui remboursent aux fournisseurs, parce que les fournisseurs, eux, ils achètent l'énergie à des prix largement plus élevés. Un deuxième point qui est important qu'on voit, c'est le jaune. À partir du 1er février 2022, comme je vous disais, ça s'est arrêté. Les taxes, ils ont retiré les taxes, en fait, pour minimiser la hausse du tarif réglementé de vente. Donc, quand même, ce qu'on peut voir là, c'est que grâce à l'aide de l'État, donc en temps de crise, eh ben, ça a permis de limiter la hausse en fait des tarifs réglementés de vente. Et ça, c'est quand même un point important. En fait, on est aux mains de l'État, quoi. Et en bleu, ce qu'on voit, c'est le tarif moyen. Donc de l'énergie, celle qu'on peut négocier, donc qui est dernièrement à 155 € par mégawattheure. Alors, vous voyez, le tarif réglementé de vente au 1er août 2023, il aurait dû être à 315 € par mégawattheure, 314 € par mégawattheure. Aujourd'hui, au 1er février 2024, là, la CRE a recalculé. Et donc, en fait, on divise par deux, en fait, le tarif réglementé de vente, il est divisé par deux. En fait, il n'y a plus besoin de bouclier tarifaire pour garder les mêmes tarifs. Et du coup, c'est pour ça que l'État en profite pour remettre cette taxation. Et c'est cette taxation qui vient faire l'augmentation des 6-8% là, dont on parle dernièrement. Alors, dans le futur, en 2024, forcément, la partie bleue, elle va diminuer parce que les marchés ont diminué. Mais l'État va forcément remettre la taxe, va réaugmenter la taxe et possiblement, ils vont peut-être pas diminuer autant les tarifs réglementés de vente parce qu'il faut qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui rembourse le bouclier tarifaire. Vous voyez la différence qui est prise en compte, c'est énorme. Voilà. Bon. Donc, on verra en tout cas, c'est des choix politiques qui sont faits par l'État, quoi. Donc, ça, on peut pas trop le prédire, mais voilà, vous êtes conscient de ce que ce sont les tarifs réglementés de vente. J'ai une question. Oui. Ces tarifs réglementés de l'électricité ne sont commercialisés que par EDF. Oui, alors, il y a un moment donné, il y avait même Engie qui les faisait, mais en fait,
quand vous faites des tarifs réglementés de vente, vous êtes fournisseur, il faut ici, pour pas prendre trop de risques sur le prix de vente versus le prix d'achat, et ben en fait, les fournisseurs, comment dire, ils font ils achètent de la même façon que sont construits les tarifs réglementés de vente. Ils essayent d'acheter comme ça, donc avec un produit calendaire sur 24 mois, avec un produit trimestriel et avec une moyenne historique des spots. Sauf qu'en fait, ils ne font pas forcément comme ça, il y a un gros risque, et donc ils font le choix de ne pas présenter les tarifs réglementés de vente parce qu'ils ont un risque de perte, en fait. Et en effet, aujourd'hui, il n'y a que DF. Ouais. Ok. Voilà. Donc là, c'est les mêmes tableaux avec heure pleine, heure creuse. Comme ça, vous avez les données, mais bon, ça n'apporte pas grand-chose là dans l'explicatif. Donc ça, c'est la première brique. C'est les tarifs réglementés de vente. Donc bien, voilà. Ensuite, on arrive sur des offres qui ne sont complètement indépendantes de l'État et qui sont dépendantes plutôt des fournisseurs d'énergie et surtout de leur stratégie d'achat. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et chaque fournisseur a une stratégie de risque et d'achat différente. Donc, aujourd'hui, je pense que vous connaissez plutôt ce type d'offre et c'est une offre à prix fixe. Donc, le fournisseur vous donne un prix fixe sur 1 an, 2 ans, selon ce que leur cellule de trading dit. Parce que ils ont acheté des volumes passés avant, ou alors ils les achètent pas avant, ils les achètent vraiment au moment où vous signez, ça dépend du fournisseur, et hop, ils sortent un prix fixe à ce moment, mais du coup qui est fortement dépendant des prix marchés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines offres à prix fixe, il y a même une part d'arène qui est incluse sans que ce soit explicité. Hein. Et donc, bon, vous ne voyez pas, mais il y a une partie d'arène quand même qui est fixée. Voilà. Donc ça, c'est l'offre la plus commune, l'offre à prix fixe. Après, il y a donc l'offre, il y a diverses possibilités concernant les offres arène. Et avant 2022, il y avait beaucoup des offres 100% arène. Donc, par exemple, là, c'est un exemple d'une offre 100% arène pour un. Alors, attention, hein, moi, là, il y a plein de chiffres et il y a plein d'hypothèses, surtout de droit arène, bon, il y a plein de choses. C'est vraiment pour expliquer le fonctionnement. C'est pas pour vous diriger vers une offre ou une autre parce qu'en fonction de l'année, ça peut être très différent. Voilà. Mais en tout cas, les offres 100% arène, elles étaient faites plutôt avant 2022, avant la crise, où par exemple un méthaniseur avait 90% de droit à Rennes, et du coup ça lui faisait une offre à 64 € par mégawattheure. Et avant 2022, il y avait très très peu d'écrêtement à Rennes. Et même s'il y avait de l'écrêtement à Rennes, comme le marché était plus ou moins stable entre 30 et 70 € par mégawattheure, et ben, le surcoût de l'arène, le surcoût d'achat, par exemple, là, moi, je simule, par exemple, là, un écrêtement à 30%. Ça veut dire que 30% de 90% des droits à Rennes, soit 27%, vont devoir être rachetés sur les marchés par le fournisseur. Ben, forcément, on dépend des prix marchés du mois de décembre. Et auparavant, ce que je disais, c'était que les prix marchés, ils n'augmentaient, ils ne diminuaient pas énormément et le surcoût de ce réapprovisionnement, il n'était pas énorme. Sauf qu'en fin 2021 et en 2022, c'est vrai aussi, les prix ont augmenté fortement, 200 €. Et donc, en fait, cet écrêtement de 27%, et ben, au lieu sur l'offre qu'il était à 42 € plus la marge du fournisseur, et ben, ils l'ont racheté à des prix à 200 €. Ce qui fait que, en fait, l'offre, au final, elle était très, très élevée. La facture, elle était à 100, par exemple, dans ce cas-là, elle était à 143 € au lieu de 64. Donc, en gros, une offre 100% à Rennes, ben, ce que je dis, c'est une offre très risquée. Parce que en fait, il y a une partie d'écrêtement qui va dépendre du mois de décembre. Et bon, c'est risqué, mais ça peut être positif ou négatif. Décembre 2023, les prix ont fortement chuté. Donc, ceux qui ont des offres 100% à Rennes pour 2024, bah, en fait, l'écrêtement ne va pas représenter un gros surcoût parce que les prix sur le marché ont fortement chuté. Voilà. Donc,
En tout cas, c'est une offre risquée, c'est ce qu'il faut comprendre. Pour minimiser ce risque, donc là, à gauche, vous avez l'offre 100% arène sans écrêtement. Au milieu, vous avez l'offre 100% arène avec un écrêtement. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle une offre avec un écrêtement anticipé. Par exemple, auprès de certains fournisseurs, on peut leur dire, bon, moi j'estime que dans le passé, il y avait 25-30% d'écrêtement. J'estime qu'à 40%, là c'est 35%, il n'y aura pas d'écrêtement au-dessus de 35%. Donc, au lieu que de me soumettre au marché du mois de décembre précédant l'année de livraison, moi, je souhaite que vous achetez ces volumes potentiellement qui vont être écrétés, donc ce volume de mes droits à Rennes, que vous les achetez sur le marché aujourd'hui, à un prix, par exemple, là, sur la simulation, j'ai mis 200 euros. Et du coup, le fournisseur va acheter à ce prix-là vos 35% d'écrêtement anticipé. Donc, ça vous fait une offre, par exemple, dans ce cas-là, à 107 euros en moyenne. Et si l'écrêtement des années futures est inférieur à 35%, l'offre, elle est fixe. Si l'écrêtement est potentiellement supérieur, mais s'il est supérieur, il sera de très peu parce qu'on regarde l'historique, oui, il y aura peut-être un écrêtement, mais le risque est vraiment très, très maîtrisé. Alors, ça veut dire aussi qu'on achète ces volumes écrétés à un moment décidé. Voilà, c'est vraiment une histoire de gestion de risque. Et bon, ce type d'offre, moi, j'ai passé énormément de ce type d'offre dernièrement parce que au moins, c'est pas du tout risqué, quoi. Voilà. Et puis, bon, dans les 107 euros, 110 euros actuellement, c'est quand même intéressant. Il y a, et là, on va encore plus loin, on va encore plus loin dans les offres à Rennes. Par exemple, vous avez votre offre écrétée à 35%. Et l'écrêtement, par exemple, en fait, il est à 30%. Vous vous dites, merde, dommage, j'aurais pu en fait demander un écrêtement anticipé inférieur. Parce que là, du coup, il y a 5% de mes droits à Rennes que je perds parce que l'écrêtement est inférieur. Et il y a certains fournisseurs qui vous proposent que ce surplus d'écrêtement anticipé, ils vous le fassent bénéficier quand même. Du coup, ils revendent, ils vous font bénéficier ce droit à Rennes en les vendant sur le marché. Et donc, ça vous fait encore une diminution de votre facture. Alors là, attention, là, c'est certains fournisseurs et puis ils font ça quand même sur des un peu plus gros. Bon, ils me disent que c'est 50 mégawatts, mais ils préfèrent quand même sur des consommations de un peu plus de 100 mégawatts, de 100, 300, 500 mégawatts. Voilà, 500 mégawattheures. Voilà, donc sur les offres à Rennes, et c'est là où la complexité est. Alors, on peut bien sûr se passer de l'offre à Rennes et faire un offre prix fixe. 100% dépendante du marché, mais dernièrement, c'était très, très important d'avoir de l'arène. Ça faisait quand même diminuer les prix fortement. Donc, maintenant, on passe un peu plus en globalité sur la stratégie d'achat. Donc, je vous ai dit déjà la majorité de ce qui est écrit sur ce slide, mais les marchés de gros ont des cycles longs, donc il faut anticiper. Aujourd'hui, moi, je suis en début 2024, les prix diminuent. Ceux qui me suivent, je les incite, par exemple, potentiellement à acheter 2026 et 2027 maintenant. Potentiellement. Alors, certes, ça va encore peut-être diminuer à 50, à 40 et on va perdre une dizaine d'euros ou une vingtaine d'euros, ce qui est quand même conséquent par mégawattheure. Mais au moins, on anticipe pour les années suivantes. Et si jamais il y a un rebond pour X raison que moi et que personne ne peut prédire, au moins, on a fixé. Voilà, c'est une stratégie. Moi, je suis plutôt là-dessus. Voilà. Donc, vraiment, je vous incite à suivre les marchés au moins un an au minimum avant votre date d'échéance de contrat pour anticiper à quel moment c'est mieux d'acheter. Voilà. Après, sur la stratégie d'achat aussi, à un moment donné, quand on est dans une pente descendante, c'est plus facile. Quand on est dans une pente ascendante, il faut bien déterminer quel budget maximum on est prêt à payer l'électricité. Et puis, si ce prix des marchés augmente énormément, il faut
fixer ce qu'on appelle des stop loss dans le marché, c'est-à-dire que par exemple, on se dit au-dessus de 150 euros, et ben, tu m'achètes forcément mon électricité parce que après, je sais pas quoi, je peux plus après et on ne sait pas ce que nous font les marchés. Donc, bon, bah voilà, on achète à 150 et voilà. Et par contre, il faut se tenir à cette stratégie. Souvent, ce que je vois, c'est que bon, bah, on fait des stop loss, hein, mais en fait, derrière, bah, quand on n'est pas, on n'achète pas à 150 et on attend encore et puis on arrive au pied du mur et puis bah là, on signe des offres pas très intéressantes, quoi. Donc, ça, c'est quand même important. Et puis bah, moi, globalement, je suis plutôt pour la sécurisation des revenus, stratégie long terme que faire du trading et d'attendre le bon moment, comment dire, d'anticiper le futur. Et donc, une offre 100% à Rennes soumise à l'écrêtement qui dépend vraiment, et donc il y a une 20-30% qui dépendent que des marchés de décembre. Voilà, ça peut, c'est risqué. J'incite pas forcément, sauf si on y est obligé à ce moment-là, quoi. Je fais un petit slide là sur l'intérêt d'avoir deux points de livraison ou un seul. Alors, dernièrement, moi, j'ai vraiment tout vu pour minimiser les coûts d'électricité parce que ben, personne ne faisait de stratégie dans le long terme, hein. Le métier de courtier, alors moi je suis pas un courtier, je suis plutôt un consultant. Il était connu, mais bon là il est devenu vraiment primordial. Et donc on a essayé de chercher plein de solutions pour minimiser les coûts, notamment par exemple encore auprès de Meta qui était en HTA. Qui achetait l'électricité et qui ne pouvait pas bénéficier des offres qui sont raccordées en BT, qui était dédié au raccordement en BT. Et ben, par exemple, moi, je les ai incités à faire un deuxième raccordement en BT et de signer un contrat sur la BT à un prix inférieur, quoi. Et comme ça, et voilà. Dernièrement, dans les années passées, on était plutôt si on avait deux compteurs, donc on était plutôt à dire, ah bah, j'en fais qu'un, comme ça, je vais avoir plus de consommation, je vais être plus fort sur les négociations. Mais en fait, ce que je vois, moi, c'est que quand il y a deux compteurs, il y a un peu plus de flexibilité dans les contrats, surtout quand ils sont à des raccordements différents, tarif jaune ou tarif vert. Mais de toute façon, il y a plus de flexibilité parce que, par exemple, si vous avez un contrat très haut et puis sur l'autre contrat, on peut négocier aujourd'hui à prix plus bas, bah, vous pouvez tirer un cap d'un point de livraison là où le contrat est moins cher. Et pour l'instant, les contrats n'incluent pas d'engagement de consommation. Donc, c'est toujours possible de le faire, quoi. Voilà. Est-ce Donc ça, que excusez-moi, j'ai juste une question. On oui, m'a parlé d'inverseur, justement, quelqu'un qui avait deux contrats, et notamment un contrat avec les jours EJP rouge, là. Et donc, oui. le jour où on est en EJP, eh bien, comme il a un autre compteur, il y a un inverseur qui fait que il ne consomme plus du tout sur ce contrat EJP et il consomme sur l'autre compteur qui est en bleu ou en jaune, je ne sais pas. Oui. Ça s'appelle une bascule, quoi. C'est une bascule, en fait. Oui, j'imagine. Ouais, parce qu'en fait, vous avez votre point de consommation qui peut être alimenté par deux points de livraison. Et donc, entre les deux, il faut une bascule pour choisir l'un ou l'autre, quoi. Après, D'accord. moi, je sais que ça se fait hein, techniquement, mais est-ce que dans les normes NFC 1500, les Ouais, normes électriques, est-ce que c'est autorisé ouais. Voilà, il faut que je. Ok, Voilà. à voir. Je sais pas, je n'ai pas regardé, moi, personnellement, je ne vais pas les regarder. Ok, ok. Voilà, donc ça, c'est quand même pour moi, et en temps de crise, c'est intéressant d'avoir deux compteurs, deux possibilités. Vous pouvez tout à fait, de toute façon, en temps là, on arrive peut-être sur un temps moins de crise, on verra. Peut-être, on peut arrêter un contrat aussi, si le contrat vient en échéance, on peut arrêter, pas le renouveler, attendre que peut-être il y ait un intérêt futur, hein, mais pas forcément se déraccorder, quoi. Ça peut être intéressant, quoi. Voilà. Ça veut dire quoi, pas forcément se déraccorder?
Aujourd'hui, on était plutôt, auparavant, on avait deux tarifs bleus, on arrêtait un tarif bleu et puis on transformait l'autre tarif bleu sur en tarif jaune, mais en retirant le tarif bleu, quoi. Et Oui. on a plus la possibilité de faire un contrat dessus, du coup. Voilà. Donc c'est ça qui peut-être, il faut peut-être pas forcément. C'est bien d'avoir deux points de livraison. En fait, la flexibilité dans un marché de l'énergie qui, pour moi, dans le futur, va connaître des contraintes, forcément, peut-être pas, mais qui va être plus sous contrainte, je pense, et ben, c'est important, quoi. Voilà, de se laisser toutes les portes ouvertes. Donc, ça peut être intéressant d'avoir deux compteurs pour pouvoir Ouais, jongler avec ouais, des moi, contrats voilà, différents sur les deux pour pouvoir jongler en fonction de voilà, de, voilà. je trouve plus le mot, mais bon. Bah, du prix qu'on a à ce moment-là, quoi. Oui, Voilà. ok. Alors, il y a un troisième, donc ça, c'est un point qui est très très important vraiment. Alors moi mes parents étaient agriculteurs, petit, hein, 10 vaches, on faisait le beurre à la baratte. Bon, personne n'a repris la ferme parce que c'était beaucoup de travail. Euh, et je suis vraiment favorable au monde agricole, c'est très important. Et là, ce que je veux passer comme message là, c'est que vraiment, faites bien la différence entre un courtier qui va vous faire une analyse de prix, une comparaison de prix gratuite, et un consultant que, par exemple, moi, je suis, qui vous fait payer une prestation. Pourquoi? Je vous donne deux exemples. Il y a une offre d'un fournisseur, là, le A, qui est à 111 euros par mégawattheure sur les 5 postes euro-saisonniers que sont la pointe, les heures pleines creuses, hiver-été. Et il y a l'offre plus bas qui est à 93 euros par mégawattheure pour 2025 aussi sur tous les postes. Ces offres, elles ont été demandées exactement au même moment, le même jour, avec les mêmes droits à règne pour la même personne, tout est la même chose, et elles ont été demandées au même fournisseur. Et vous voyez, la différence de prix, c'est 17,81 euros par mégawattheure. Là, c'était un méthaniseur en injection qui consomme 760 mégawattheures par an. Et donc, ça fait la différence des offres, c'est 13 000 euros par an. C'est quoi cette différence? Eh bien, c'est très simple. La deuxième offre, c'est moi qui l'ai demandé à ce fournisseur. Et la première offre, c'est un courtier qui fait des choses gratuites, mais ces courtiers sont quand même capables de faire des publicités à la télévision pendant comment dire, la Coupe du Monde de rugby. Grâce à quoi? Ben, en fait, ça, les 17,81, c'est la rémunération du courtier via le fournisseur que vous aurez finalement sélectionné. Donc voilà, ce que je veux mettre en avant, c'est que c'est gratuit, certes, mais en fait, derrière, vous avez des montants faramineux que vous ne voyez pas. Et surtout, ces courtiers, ils ne consultent pas ils ne consultent pas tous les fournisseurs parce que certains fournisseurs déjà certains fournisseurs, par exemple comme EDF, ne font pas de rémunération aux courtiers. Donc, vous aurez quasiment jamais d'offre EDF chez ces courtiers. Et deuxièmement, eh ben, il y a certains fournisseurs qui ne sont pas prêts à les rémunérer 15 euros pour le travail qu'ils font, ou 17 euros là, et donc ils rémunèrent moins, et donc le courtier va vous diriger vers là où il gagne le plus. Donc, par exemple, là, la troisième offre, c'est l'offre C qui a été faite en même temps auprès d'un autre fournisseur. Eh ben, alors, vous avez des prix différents par poste euro-saisonnier, mais quand je fais le prix moyen pondéré des consommations, on est à 87 euros par mégawattheure. Donc, en fait, l'offre qui avait été proposée par le courtier et qui était 17 euros plus cher que la même offre que ce fournisseur proposait à travers mes services, ben, c'était même pas la mieux placée.
c'était l'offre d'un autre fournisseur qui était mieux placé. Au final, cette offre de l'autre fournisseur, elle était 6 euros moins chère. Et au total, en fait, mon client, là, il a gagné 17 plus 6 euros, presque 25 euros, donc environ 20 000 euros par an. Voilà. Et voilà. Alors moi, et là je me mets, c'est sûr, en avant avec des prix, moi, des prix de prestation. Alors je fais des prix en fonction des consommations que vous avez, même si c'est le même travail pour chacun. Ça, pourquoi? Pour que en fait, les plus petits consommateurs puissent avoir bénéficié de mes services, et puis les plus gros consommateurs vont payer un peu plus qu'un petit consommateur. Donc voilà, ça fait, pour moi, je m'y retrouve. Mais bon, je suis à des prestations inférieures à 1 000 euros. Voilà, bon, c'est dans les 500 euros. Voilà. Donc, et j'ai pas de rémunération, ce qu'on appelle par rétrocession. Et donc, je peux demander à n'importe quel fournisseur. Qui plus est, je ne fais pas que ça. Je vais chercher vos points de consommation 5 minutes, toutes les 5 minutes, et je vous aide à la définition de votre puissance souscrite pour minimiser votre frais d'acheminement, Enedis RTE. Et derrière, je vous conseille aussi sur si vous avez une exonération, une exemption de taxes possible. Voilà. Donc, je fonctionne en accompagnement soit ponctuel ou soit sur des contrats 3 ans où là, chaque mois, je vais vous donner les résultats des derniers appels d'offres et je vais vous expliquer le marché où on en est. Comme ça, vous êtes au courant de peut-être quand est-ce que c'est le meilleur moment que vous assignez, ou en tout cas, vous connaissez les prix que vous auriez si on fait des consultations maintenant. Voilà, vraiment en tant que référent énergie. Bon, je me suis mis un peu en avant, mais on peut aller un peu plus loin. Mais je vois que je prends beaucoup plus qu'une heure. Je continue Non, quand mais même c'est bientôt fini, là. C'est bientôt fini Ouais, les j'ai diapos. 3 slides. Ouais. Il y a 3 slides qui sont un peu quand même surtout celle-ci d'ailleurs, elle est très intéressante pour le solaire photovoltaïque. Mais celle-ci aussi très importante pour en tant que consommateur. Parce que, donc, comme je vous ai dit, après 2025, le mécanisme ARENH tel que vous ai explicité s'arrête. Et donc, les discussions sont en cours entre l'État, EDF et fournisseurs alternatifs pour comment ça va fonctionner dans le futur. Et donc, il y a quelques données qui ont été déjà fournies. Donc, tout d'abord, EDF, au lieu de vendre, de se limiter à 100 TWh aux fournisseurs alternatifs, en fait, il y a pu y avoir de limitation. EDF va vendre soit sur les marchés, soit de marché en gré à gré avec des fournisseurs et toujours à leurs gros consommateurs. Ils vont vendre 100% de la production nucléaire librement, avec un prix cible qui a été communiqué par l'État, par EDF, par Bruno Le Maire, de 70 euros par mégawattheure. Mais attention, ça ne veut vraiment rien du tout dire, parce que si on va dans les détails, en fait, ils ont fait des estimations des prix marchés sur 15 ans. Ils ont dit que EDF, finalement, va en moyenne vendre à 70 euros, quoi. Mais bon, en tout cas, ce 70 euros montre quand même que la part ARENH, donc qui était auparavant à 42 euros, va quand même forcément augmenter. Donc, les prix d'électricité après 2025 vont quand même possiblement augmenter si on prend les droits ARENH. On passe de 42 à 70. Donc, ça reste toujours l'approvisionnement en année N-1. Et alors, la période de ce nouveau mécanisme post-ARENH qui n'a pas encore de nom, eh ben, c'est à partir de 2026 jusqu'à 2040. Alors, maintenant, le graphique à droite vous montre vraiment le mécanisme. Et donc, le mécanisme pensé, c'est EDF vend à un prix marché. Bon, par exemple, 50 euros, 100 euros, 150 euros, 200 euros, on n'en sait rien. On fait un bilan sur une année de tout ce qu'a vendu EDF de leur production nucléaire. Bon, imaginons ces 50 euros. Eh ben, voilà, et ça ne change rien. Mais l'ARENH, donc la part ARENH des consommateurs, est à 50 euros. Imaginons ces 100 euros, ben, ça représente énormément. Et donc là, l'État a mis un garde-fou, c'est-à-dire que pour éviter que le consommateur paye trop cette ARENH et que en fait EDF ait trop de recettes, ben, ils ont mis des garde-fous, c'est-à-dire qu'au-dessus
par exemple, du prix de 78 euros par mégawattheure en moyenne vendue, 50% du surplus des recettes va être redonné à EDF. Pardon, aux consommateurs, je m'y perds. Aux consommateurs. Et au-dessus de 110 euros par mégawattheure, il y a 90% des recettes au-dessus de 110 euros qui vont être reversées a posteriori, du coup, aux consommateurs. Alors, ça veut dire, si on revient un peu en arrière, donc là, on voit, vous avez le prix de vente là, le prix de vente comment dire, dans la courbe orange. Et la part grise représente la proportion qui est reversée par EDF à tous les consommateurs. Hein. Même si vous n'êtes pas chez EDF, chez les fournisseurs alternatifs, ils devront repliquer ce mécanisme. Et donc, en fait, ce mécanisme de reversement des recettes extra, on va dire, font que le produit arène futur, le produit post-arène, il est quand même limité, même si les marchés s'envolent, il va être limité autour des 120 euros par mégawattheure, parce que même si on est à 1000 euros par mégawattheure sur les marchés, il y a 90% des recettes supplémentaires qui reviennent aux consommateurs. Enfin, 120 euros du mégawattheure, c'est quand même nettement plus que les 42. Voilà. Et surtout, en fait, ça devient un mécanisme marché. Ça devient un mécanisme marché. En fait, ça dépend des ventes d'EDF sur les marchés. Alors, pour l'instant, c'est très opaque et c'est ça le problème pour les fournisseurs alternatifs qui veulent bénéficier de cette production nucléaire. C'est que comment est-ce qu'on connaît le prix de vente d'EDF? En plus, le problème, c'est a posteriori. Donc, comment on réplique ça? On rend l'argent aux consommateurs. Bon, c'est en discussion et c'est pour ça que pour l'instant, des offres ARENH après 2026, pour l'instant, en 2024, je vois aucun fournisseur en faire, quoi. Peut-être qu'ils seront prêts en 2025 pour faire des offres 2026. Mais pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas bénéficier de ces droits ARENH. Alors, et en effet, donc c'est une offre marché. Donc, en fait, on met l'ARENH sur le bon fonctionnement d'EDF et leur façon de vendre. Mais on va dépendre beaucoup plus des marchés. Et en effet, ça peut potentiellement être plus. Mais ça peut être moins aussi. Aujourd'hui, si les tarifs ils diminuent à 50 euros, l'ARENH il sera à 50 euros. Mais en effet, il ne sera plus à 42 euros. L'intérêt, quand même, c'est qu'il n'y a plus d'écrêtement. Donc, il y a plus ces 20-30% qui dépendent des marchés du mois de décembre. Voilà, ça, il y a un intérêt qui a été retiré quand même. Voilà. En tout cas, pour EDF, c'est hyper bénéfique. Mais EDF, c'est l'État. Alors, bon, voilà, ça, de toute façon, c'est hors de nos mains. Voilà. Un deuxième sujet sur lequel je voulais mettre un peu en avant, là, c'est le TURP, hein, du coup, la partie acheminement, mais en fait, qui derrière influe, la définition du TURP influe aussi, en fait, sur la définition des heures pleines et des heures creuses des consommateurs. Pardon, des fournisseurs. Les fournisseurs, des fois, ils font des prix fixes sur toute l'année, mais ils font des heures pleines, heures creuses, même sur la partie qu'ils fournissent, non pas que sur la partie TURP. Et là, donc, il y a une consultation qui est sortie pour le TURP 7. Le TURP, c'est évalué tous les 4 ans. Et le TURP 6, là, il s'arrête au 1er août 2025 et il y a une autre définition du TURP 7. Et là-dedans, donc la CRE, la Commission de régulation de l'énergie avec Enedis, bien entendu, consulte tous les acteurs de marché et explicite le fait que possiblement, il serait très intéressant de mettre des heures creuses de 11h à 17h pendant la période été tarifaire, c'est-à-dire d'avril à octobre. Pourquoi si vous voyez la consultation, je vous ai mis le lien, en fait, c'est clairement parce que en fait, le photovoltaïque prend une grosse place et pendant ces heures-là, en été, il y a vraiment une diminution des besoins. Et en fait, sur les marchés, ça fait une diminution des prix. Et donc, je pense qu'ils vont inciter les gens à consommer sur cette plage en permettant de faire des heures creuses dessus.
Et même, ils indiquent aussi qu'aujourd'hui, vous savez, il y a 8 heures creuses par jour, sauf les dimanches qui sont toutes en heures creuses. Bon, ça dépend des raccordements, mais il y a quand même 8 heures d'heures creuses la nuit. Et ben, ils mettent dans cette consultation qu'il serait favorable à ce qu'il y ait plus d'heures creuses dans la journée, et par exemple de 2h à 6h et de 11h à 17h. Donc, ça fait plus que 8 heures creuses, quoi. Et donc, ça, c'est un point important quand même quand vous êtes en solaire PV, en autoconsommation, puisque c'est là que vous autoconsommez au mieux, hein, puisque c'est là où vous avez plus de production, même si en hiver, il y a quand même 20% de production dans l'hiver tarifaire et ce n'est pas négligeable. Mais bon, en tout cas, s'il y a des heures creuses pendant l'été, peut-être que c'est peut-être pas intéressant d'autoconsommer à ces moments-là, quoi. Voilà. Et en tout ça cas, peut remettre en cause certains projets en autoconsommation, et ça peut aussi peut-être avoir une incidence pas très positive sur l'autoconsommation collective, avec peut-être des acheteurs qui auront des heures creuses dans l'après-midi ou dans la journée moins chères, et donc qui ferait baisser le prix. Ce qui est intéressant quand même dans la consultation, et ça vous en êtes probablement conscient, c'est qu'en fait cette contrainte photovoltaïque, ou en tout cas contrainte d'équilibre production-consommation, elle est pas à la maille française, elle est à la maille du réseau, et à une maille presque BT, quoi, en basse tension. Et donc, en fait, dans la consultation, ils indiquent que ça ne sera pas général et que ce sera Enedis qui déterminera les zones pour lesquelles il faudra mettre des heures creuses de 11h à 17h. Et donc, en fait, ça ne va pas être une chose globale, ça va vraiment être là où c'est contraint en solaire. Et ben, ça sera à ces endroits qu'il y a possiblement des heures creuses pendant ces heures-là, quoi. Alors, Enedis va forcément mettre des heures creuses à ces moments-là. Ça ne veut pas dire que derrière, le fournisseur, ils vont mettre des heures creuses à ce moment-là. En tout cas, sur le turc, forcément, ils vont répliquer, mais sur leur partie, on ne sait pas. Mais bon, probablement, ils ont un intérêt à faire ça aussi. Voilà. Ça, c'est un point quand même assez important. Ouais. Donc, ça veut dire que là où il y aura les régions, ou les micro-régions où il y aura le plus de solaire photovoltaïque, c'est là où on a le plus de risques d'avoir des heures creuses à ce moment-là. Oui. Mais justement, moi, j'ai travaillé sur les batteries auparavant là, chez Redeo Énergie, et il y avait des appels d'offres Enedis sur la mise en place de batteries là où il y avait trop de solaire ou trop d'éolien, et où il y avait du solaire écrété et de l'éolien écrété. Et donc, ils voulaient mettre des batteries pour récupérer cette surproduction. Voilà. Et en fait, là, ce que je veux dire par là, c'est que probablement, ce passage-là aux heures creuses, ça va inciter, en tout cas, ça va inciter l'économie, le modèle économique de la batterie sera peut-être un peu plus intéressant. Alors, le problème, c'est que ça va faire augmenter le prix de revient de l'électricité. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Le troisième point sur lequel je voulais me mettre en place, c'est très récent. Là, il y a un peu trop d'écriture, là, en fait, je me rends compte, mais grosso modo. Moi, j'ai un petit problème de son. Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ça y est, là, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon. Il y a un grand changement qui est en train de se faire là, d'un point de vue politique énergétique au sein du gouvernement. C'est que dans le remaniement du gouvernement, là, en janvier, au début, quand ils ont présenté les ministères, et ça, c'est la partie de droite que j'explicite, en fait, l'énergie était rattachée à Bruno Le Maire. Elle était rattachée au ministère de l'économie, et donc dans la partie Bercy, non pas dans la partie Matignon, qui est le gouvernement et qui est un peu plus au fait de la technicité des énergies, etc., où là, Bercy est plutôt dans l'économie. Et ça, c'est quand même un point très dommageable pour les énergies renouvelables, parce que ça veut dire que c'est beaucoup moins important, quoi. Et surtout, Bruno Le Maire, et c'est pour ça que vous avez peut-être entendu qu'il était en train de dire « Ah, j'aime les énergies renouvelables », il est quand même pro-nucléaire. Et donc, voilà, c'est quand même un point important. Et comme tous les syndicats sont remontés, ils ont quand même fait un ministère de la transition écologique où il y a Christophe Béchu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère, donc il y a le Premier ministre, ensuite il y a le ministre de l'économie, etc. Et cet ordre, il est important. C'est un ordre protocolaire, et c'est l'ordre de l'importance de la politique de M. Macron, quoi, du coup. Et en fait, le ministère de la Transition écologique, il vient en avant-dernier, quoi. Donc, il y a quand même des mauvais signes, là.
Et il y a un autre point aussi, il y a un projet de loi sur la souveraineté énergétique qui est mis en consultation en ce moment auprès de tous et pour la France. Et dedans, en gros, il retire de la loi les objectifs de la France en matière d'énergie renouvelable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'objectifs, et ils le font peut-être aussi pour pas que les associations puissent attaquer le gouvernement sur leur non-obtention, leur non, ils n'arrivent pas à ces pourcentages. C'est peut-être une des raisons, mais quand même, ça ne donne pas des très très bons signaux sur l'énergie renouvelable, et surtout dans ce projet de loi souveraineté, clairement, le nucléaire est montré comme le fer de lance de l'économie française, à juste titre, voilà, d'un point de vue énergétique, on peut toujours débattre. Après, d'un point de vue économique, voilà, c'est la France, c'est l'importance de la France, etc. Mais ça, c'est aussi des débats. Et en fait, le ministère, le gouvernement renvoie à la définition des objectifs du solaire, etc., des énergies renouvelables dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va sortir en juin 2024 pour les 10 années prochaines. Donc, en fait, cette PPE va devenir de plus en plus importante, mais en fait, ils vont définir des objectifs là où, en fait, où l'État ne sera pas contraint, en fait, par la loi d'atteindre ces objectifs. Et ça, c'est vraiment, il y a quand même un gros changement politique qui est en cours, quoi. Voilà. Ça, c'est pas super positif. Bon, voilà. Je vous remercie encore de l'invitation et de votre participation. Et puis, bah, voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Je vous attends. Merci. Merci. Ouais. Alors, j'ai une petite question. Bonjour, Tonio. C'est Pascal Chaussec, là. Juste parce que quand on raisonne, on a parlé beaucoup de nucléaire. C'est vrai que c'est quand même aujourd'hui la majorité de l'électricité produite en France, même si l'objectif vise à 50%. Mais alors, c'est vrai que ça fait toujours un peu bondir quand on parle l'Arenh, pour rebondir, tu as beaucoup parlé de l'Arenh. L'Arenh a permis quand même à beaucoup de fournisseurs d'énergie, d'électricité, de se gaver, entre guillemets. Ils ont acheté pas cher du tout, à un prix bradé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. 42 €, c'est un prix bradé, en dessous du coût de revient du prix réel de ce type du kilowattheure. Mais donc, il y a eu, quand on regarde des chiffres, beaucoup de fournisseurs, donc voilà, ils se sont bien engraissés là-dessus. Bon, ça, c'est un fait. Mais ma question, c'est, on ne s'attendait pas effectivement que le marché de gros baisse aussi vite, clairement, mais il y a quand même un talon, du coût de revient du mégawatt, du kilowattheure, du mégawattheure. Bon, le nucléaire, alors là, il y a un prix syndical qui sort, là, 70 €, mais il ne correspond pas ce qui correspond au prix de revient du kilowattheure sortie centrale. C'est difficile à dire. Parce que... Alors, pour reprendre ce que tu as dit, l'objectif des 50% de nucléaire, justement, il est retiré dans la loi de souveraineté énergétique. Il risque d'être dépassé. Ouais, il ne s'est pas encore passé, mais il est retiré. Et puis ils disent vraiment, on fait du nucléaire, les énergies renouvelables, c'est après. Mais bon, voilà. Le deuxième truc sur l'Arenh, oui, il y a certains fournisseurs qui sont gavés. Mais attention, ce n'est pas parce qu'ils les achètent 42 € qu'ils se gavent. S'ils les achètent 42 € et ils ne font pas bénéficier aux consommateurs ces 42 €, qui gardent l'Arenh pour eux, ils les revendent sur les marchés, là, ils se gavent. Et ils se gavent sur une deuxième possibilité aussi, c'est que quand il y a des écrêtements, il faut qu'ils achètent les volumes écrétés. Et il y en a certains, qui prennent des prix au mois de décembre. Ils disent, ah bon, on a tout racheté ça au prix du mois de décembre, là, qui était à 400 €. Et finalement, en fait, possiblement, ils les avaient achetés dans le passé, quoi. Ils les avaient achetés dans le passé quand c'était moins cher et ils ne font pas bénéficier ça aux consommateurs. Donc, en effet, il y en a certains qui se gavent, mais attention, il y en a certains qui font vraiment, qui jouent vraiment le jeu. Alors après, le talon sur le marché. Moi, ce qu'on entend, etc., sur ce talon-là, les 50 € d'auparavant, en fait, ils sont un peu liés à ce prix Arenh de 42 €.
Et aujourd'hui, on pense que le talon pourrait être à 70 € parce qu'il y a ce prix cible de 70 €. Alors après, le coût de revient du nucléaire, moi, je ne suis pas rentré dans le détail du prix de revient, et surtout que là, EDF a amorti, donc les CAPEX sont très très importants dans ce prix de revient. Donc par contre, ce que j'ai vu quand même, c'est que par exemple les Point, le coût de revient, c'est plus de 100 €. Comment dire, c'est quoi la centrale, la nouvelle centrale qu'ils veulent mettre là, même plus le coût de revient. Ouais, Flamanville, ouais. Ouais, voilà. J'ai entendu dire que le prix de revient. La Creux a fait un calcul aussi du prix de revient et bon, global, on va dire, et il le mettait plutôt autour de 65 € par mégawattheure là-dedans, quoi. À Flamanville? Ah non, pas Flamanville, global en France. Alors après, je ne suis pas allé dans les détails voir s'il y avait les CAPEX dedans, l'amortissement, mais bon, si on regarde celui de Hinkley Point, c'est plus que 100 €. Alors, je serais plutôt. Ouais, globalement, quand tu parles des 70 €, ça c'est quand tu parles de cible. Ça veut dire que aujourd'hui, l'éolien, c'est entre 85-90 €. Hein, c'est à peu près ça l'appel d'offres. Bon, le PV, il est encore au-dessus, même s'il a baissé. Hein, de 100 à 500 kW, on est à tout à fait. 120 € à peu plus. Et il va baisser, ça va continuer à baisser parce que on va sans doute arriver à 110, voire 120. 100 € peut-être bientôt. Mais donc la Creux tient compte dans ses tarifs. Ce qui m'amène à dire que bientôt, les contrats, ça vaudra plus la peine, notamment pour le solaire. C'est-à-dire que on ira assez facilement sur le marché, parce qu'imagine, on arrive à 110 €, 100 €. Hein, donc les contrats bientôt, ils seront peut-être plus suffisamment intéressants sur 20 ans, sachant que comme ils ne sont pas bien indexés, on a un pari sur 20 ans. Donc, nous, on voit aujourd'hui, on est sur nos contrats, puisqu'on peut à la fois vendre à l'État ce contrat et aussi faire de l'autoconsommation pour soi, autoconsommation collective, c'est-à-dire aller sur le marché local, essayer de trouver des acheteurs. Et alors, par rapport à ça, parce qu'on a quand même beaucoup d'adhérents à la PFA qui sont intéressés par ce nouveau modèle économique de l'autoconsommation collective. Est-ce que sur le prix, parce que tu vois, lorsqu'on va en réunion sur les salons, on parle beaucoup de l'autoconsommation collective, on parle beaucoup aussi du prix, un peu du prix, alors, entre guillemets, hein, je mets les gros guillemets là-dessus, du prix syndical, le prix de marché un peu, hein, sur lequel on peut espérer vendre son mégawatt à ses clients. Est-ce que toi est-ce que tu es un peu sensible à ce marché-là aussi de vente dans le cadre de l'ACC, par exemple? Est-ce que c'est aussi sensible, aussi corrélé au prix de marché de gros? Alors, moi, j'aime bien l'autoconsommation collective. C'est clair que c'est un axe futur. Et aujourd'hui, par exemple, là où moi, j'ai des entreprises, des fois des industriels qui mettent du solaire. Et en fait, ils ont signé un contrat hyper cher à un endroit. Donc, je leur dis, résilier le contrat, c'est beaucoup trop coûteux. Donc, faites une petite opération d'autoconsommation collective. Avec vos surplus, vous effacez vos coûts qui sont exorbitants de l'autre côté. Mais pour revenir au coût vraiment qu'efface l'autoconsommation collective, donc seulement la part fournisseur et non pas la part TURP et ni les taxes, en fait, moi, je te ramène à cette courbe-là de points qui sont en fait les prix réellement pondérés payés par les consommateurs qui me font confiance. Alors attention, ça ne reflète pas bien parce que c'est un prix pondéré, donc il y a des heures pleines et comme le photovoltaïque est que en heures pleines, il a peut-être probablement beaucoup plus d'intérêt sur l'autoconsommation collective. Mais en tout cas, ça c'est les prix que j'obtiens. En temps de crise, on était dans les 150, etc. Et puis là, on est en train de diminuer. Là, je peux vous dire que là, par exemple, je peux avoir des contrats à 80 € par mégawattheure, 90. Dans ce cas-là, l'autoconsommation collective, il vaut mieux vendre son surplus à 120, 130 € par mégawattheure. Voilà, à EDF-OA. Et donc, ce qui est important, en fait, c'est quand même d'avoir des clés de répartition intelligentes. Des clés de répartition qui vont être que pendant peut-être les heures pleines hiver, parce que peut-être que les heures pleines été, elles sont inférieures. Moi, dans beaucoup de contrats, je vois les heures pleines été qui sont inférieures à 100 €.
Peut-être que c'est que pendant une période, pendant 3 ans actuellement, ou peut-être dans le futur aussi. Mais c'est vrai qu'il faut être habile, quoi, je pense, dans cette autoconsommation collective. Moi, je vois en tout cas que les prix, ils vont fortement. Là, moi, je vais signer des contrats auprès de à 70, 80 euros. Alors là, l'autoconsommation collective, ouais, voilà, en solaire, vaut mieux vendre le surplus. Quel sera l'impact sur les futurs prix de fourniture? Je peux la poser à voix haute, si vous voulez. Ah oui, allez-y. Oui, en fait, l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, on regarde un contrat avec une fourniture d'électricité avec heure pleine, heure creuse, été-hiver. Et donc, on vient rajouter une opération d'autoconsommation individuelle ou collective. Donc, à court terme, ça ne modifie pas notre contrat avec notre fournisseur. Je me place dans 3 ans, ma courbe de consommation a considérablement évolué, puisque du coup, je ne consomme plus pendant ces périodes d'été où il y a beaucoup de photovoltaïque qui correspond au moment où le fournisseur se fournit, lui, le moins cher. Est-ce que je n'ai pas un risque dans 3 ans d'avoir une formule de prix qui explose compte tenu de ma courbe de charge de consommation vis-à-vis du fournisseur qui sera fortement modifiée? C'est très judicieux et c'est déjà en application, en effet. Alors, il faut vraiment voir, il y a des fournisseurs qui font, les plus gros fournisseurs font des grilles de prix pour n'importe qui. Ils prennent des paquets de consommateurs et puis bon, bah voilà, ça fait ce paquet, ça fait ce profil. Et du coup, pour ce profil de consommateur, j'applique ce prix-là, cette grille de prix pendant 1 mois, 2 mois, voilà. Donc là, le lien, si quelqu'un autoconsomme, bah ça change rien, voilà. Grosso modo. Mais il y a beaucoup de fournisseurs qui prennent vos vrais points de consommation pour faire votre prix. Donc, en effet, si vous consommez moins pendant les heures pleines été, en fait, ben, votre prix, il va être forcément supérieur. C'est pris en compte, clairement. J'ai même un fournisseur qui est souvent le mieux placé, qui, depuis quelques mois, a mis dans son contrat que si vous avez du solaire photovoltaïque, il faut nous le dire, même en projet, et puis eux, ou alors moi, on simule, donc on prend vos courbes de consommation, on simule quelle autoconsommation vous allez avoir, et ils font leur grille de prix avec ça. Et forcément, ça joue, forcément. Voilà. Et ça a joué de plus en plus. Même là, eux, ils ont mis dedans, si vous avez des contrats PPA, donc des Power Purchase Agreement, il faut le dire. Justement, j'ai vu ce fournisseur-là au salon Biogaz à Nantes aujourd'hui, et il me dit, moi, je parlais de l'autoconsommation collective, comment vous le voyez, ça va être encore plus complexe, et puis à un moment donné, ils vont probablement mettre ça dans leur contrat, que si vous avez une autoconsommation collective, il faut nous le dire, parce que ça change, quoi. Derrière, eux, il faut bien comprendre que ce sont, ils prennent votre profil de consommation, si vous ne consommez pas pendant ce moment-là, eux, alors ça dépend de la stratégie qu'ils ont, mais possiblement, ils ont acheté ces volumes en avance. Et donc, ils se retrouvent avec des volumes qui vont vendre au spot. Alors, ils peuvent y gagner, mais ça dépend des prix. Quoi, voilà. Évidemment, c'est un impact immédiat dans le contrat en cours, mais je pense que pour la renégociation future, là, a priori, on aura un impact. Ah oui, il y a un impact. Si tu as déjà un contrat et puis que tu mets du solaire en ce moment-là, là, tu es gagnant. Mais en effet, sur le futur, eh ben, il n'est pas forcément gagnant, quoi. Voilà, c'est sûr. On ne peut pas tirer les courbes sur 10 ans ou 20 ans du gain qu'on voit pendant les 3 premières années de notre contrat en cours. Voilà, clairement. Ouais. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, vas-y, excuse-moi. Vous avez à plusieurs reprises parlé d'autoconsommation collective, et donc l'intérêt que vous portez à cette affaire-là. Est-ce que vous pouvez accompagner les adhérents de la PFA et sous quelle forme? Est-ce que vous pouvez aussi nous accompagner pour mettre des contrats en place avec des acheteurs? Alors, moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait Henrik là, qui travaillait, je ne sais plus son prénom et son nom, qui travaillait sur l'autoconsommation collective. Mais clairement, moi, en fait, de mon côté, moi, j'ai envie je suis en train de faire un petit outil qui permette de communiquer avec Enedis pour faire des opérations simples d'autoconsommation collective. Et en effet, pour moi, c'est hyper important et je peux travailler. Mais après, après, moi, je suis nouveau dans la PFA. Hein, donc, s'il y a un accord avec Henrik, voilà, c'est comme ça. C'est pas, voilà. Mais en tout cas, je peux, ouais. Et sur les contrats de vente entre les deux, oui, là, par contre,
Là, par contre, peut-être que je peux venir en complément de la société Henrik, parce que je connais quand même pas mal. Je sais faire un contrat, hein, par exemple, et les structures de prix, les prix, je les connais un peu. Donc, je vous ai expliqué. Donc, en effet, on peut faire des choses. Ouais. Participer à la négociation. Participer à la négociation aussi. Mais voilà, moi je serai factuel par contre. Alors après, je vais vous expliquer, je vais vous réexpliquer un peu ce que je viens d'expliquer et puis quel prix que l'on peut proposer à des moments donnés. Mais c'est vrai que je ne peux pas être non plus partisan de vendre à un prix à plus que 130 €. Puisque vous voyez, aujourd'hui, on arrive à négocier à des prix inférieurs. Donc, moi j'ai un truc, je suis indépendant, expert. Après, c'est à vous de vendre cette électricité. Si vous voulez la vendre à plus que 130, parce que le surplus est à 130, ou à 120 maintenant, pardon. Hein. Après, c'est à vous de vous vendre, quoi, en effet. Avec le développement du solaire, on doit diviser par 6, par 7, par 8 là, d'ici 2050, hein, donc c'est colossal. Et bon, on sait le problème de l'intermittence du solaire. Est-ce qu'on va pas arriver très vite pendant l'été, parce que le solaire, il produit surtout l'été, quand le réseau en a moins besoin. Est-ce qu'on va pas être est-ce que dans les discussions là avec ce que prépare l'État dans sa réflexion, on l'a entendu dans ses consultations, il n'envisage pas éventuellement d'obliger quelque part à débrayer nos centrales quand il y aura un excès de production. Il ne faut pas encombrer le réseau, hein, parce qu'à un moment, quand le réseau est encombré, il faut se débarrasser du courant en trop, hein, sinon ça disjoncte. Donc, il faut faire tourner les machines à vide, ou alors, il faut stocker d'une façon ou d'une autre. Il faut stocker, tu as parlé de batterie tout à l'heure. Est-ce que si on se transpose dans 4 ans, dans 5 ans, on aura peut-être multiplié par 3 peut-être de production, de puissance. Donc, ça veut dire que déjà aujourd'hui, quelquefois, le réseau est un peu en tension avec les excédents les excès du renouvelable. Hein, ça a commencé en 2023. Et comment tu vois cette gestion là, de l'excès? Parce que très, très vite, on va y arriver, de l'excès au courant pour valoriser. Alors, tu as complètement raison, très vite on va y arriver, et même ça existe déjà. Hein. Moi j'ai vraiment réellement travaillé sur des appels d'offres. J'étais au sein de Redeo Énergie, on a été racheté par Antargaz, et Antargaz voulait voir qu'est-ce que ça donnait le modèle économique des stockages de batteries sur des assez grosses, 1 MW. Et donc j'ai regardé les appels d'offres Enedis, où en fait il existe déjà des zones de contrainte réseau où en fait la production solaire est écrêtée. Ils ne peuvent pas injecter plus. Donc, elle est forcément écrêtée. Et pour éviter ça, ils font des appels d'offres sur de la batterie qui serait capable de prendre ces écrêtements et puis qui en même temps font du service système, c'est-à-dire que la batterie, en consommant et en refournissant sur le réseau, elle permet en partie de réguler la fréquence du réseau. Et donc, ça, c'est très, très important. Ça s'appelle les services système. Donc, ça existe déjà. Et en effet, les grosses batteries liées à un endroit sont une solution technique possible, mais il faut que l'État veuille bien le faire, parce que c'est des appels d'offres, parce que les rémunérations, elles ne sont pas sur la batterie encore très, très coûteuses, et même sur les appels d'offres, on y arrive parce qu'il y a des bonus de financement, mais ça peut être compliqué. Alors après, ils peuvent, ils peuvent, il y a un truc, c'est le TURP, et ça, ils peuvent toujours jouer sur le TURP pour minimiser votre intérêt d'injecter pendant des heures pleines été, parce que il existe il y a des composantes d'injection, il y a même, vous savez, le TURP en autoconsommation collective, il peut être différent que le TURP en autoconsommation normale. Et un jour, il pourrait potentiellement augmenter le TURP de l'autoconsommation collective pour défavoriser ce type d'opération, d'éviter d'injecter. Vraiment, ça dépend du bon vouloir, mais ça existe déjà, les contraintes. Ils essayent de faire avec des batteries dans un premier temps, et à un moment donné, moi, je crois que j'ai vu en Belgique un TURP injection pour les solaires à certaines périodes, que quand tu injectes à ce moment-là, tu payes. Tu payes du TURP en plus, quoi. Voilà. Et c'est clair que via ce système, ils peuvent.
Ah, il y a une autre question. Est-ce que d'installation Sur des d'énergie renouvelable, il n'y aura pas un intérêt d'avoir un système de stockage pour réguler? Ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Mais voilà. Maintenant, c'est encore trop cher, je crois. Ouais. C'est encore trop cher, je crois. Oui, j'ai regardé, moi, oh là là, c'est compliqué quand même, hein, faut vraiment, mais ouais, avec les heures pleines creuses, la redéfinition, à un moment donné, bon, quand on parle aux stockeurs, ils disent ça, hein, les petits stockeurs, hein, les petits stockages de 100 kWh, 200 kWh, et ils disent, bon, aujourd'hui, c'est très cher, mais bon, qui te dit que demain, il n'y aura pas besoin, quoi, voilà. Et bon, c'est compliqué. J'ai pas d'ordre d'euros par mégawattheure, il faut que je le fasse, justement, mais c'est compliqué, ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut, nous, parce que tout à l'heure, tu parlais 100 mégawatts, 100 mégawatts, donc ce qui correspondait à la REND. Alors, je fais juste un parallèle hein, avec ce que nos futures voitures électriques hein, vont consommer bientôt, peut-être en 2030. Alors, je suis plus très sûr de mes chiffres, hein, mais j'ai dû voir un truc dans les 120, 130, 140 mégas. Bon, c'est difficile à évaluer, hein, ça dépendra comment. Pour une voiture. Comment? Pour combien de voitures, ça? Pour une voiture, tu dis? Pour le parc national, hein, pour la France. Hein, alors, oh, je ne sais plus si c'est. Giga, non, mais térawattheure, ouais. Comment? Ouais, térawattheure. Oui, pardon, Tera, oui, ouais. Excuse-moi, Tera. Des Tera, oui, parce que c'est 350 TWh que produit EDF. Hein, voilà, donc il y aurait 100, 120, 120, 130, 140 qui seraient nécessaires pour faire rouler nos voitures, hein, globalement, voitures électriques. Donc, alors nous, est-ce qu'on peut envisager éventuellement, parce que le problème aujourd'hui, c'est quand même les bornes électriques. Hein, il en manque, et il en faudra quoi, je sais pas combien pour avoir un réseau suffisamment dense et pour qu'on risque pas, pour qu'on puisse faire le plein un peu partout, quoi. Est-ce que ça peut être une piste intéressante pour nous d'imaginer d'avoir une borne pour peu qu'on soit pas trop loin d'un axe routier? Et aujourd'hui, tout est répertorié hein, sur GPS et tout ça. Et Renault d'ailleurs va répertorier toutes les bornes électriques partout, hein, y compris en campagne, donc ça peut être utile. Est-ce que ça peut être un modèle économique intéressant, ça? Ah oui. Pour par exemple du surplus vendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les carburants, clairement, l'euro par mégawattheure est largement supérieur. Hein. Bon, j'ai plus les ordres d'idée, mais 1 litre de, bon, je vais pas faire les calculs maintenant, mais ça a une valorisation supérieure. Donc, potentiellement, en effet, ça a un intérêt, et peut-être même avec un stockage batterie ou, ben oui, tout à fait. Et puis, en plus, ça amène de l'autonomie au niveau du transport. Et pour moi, c'est un truc très, très important. Alors après, économiquement, ouais, faut regarder. Je n'ai pas... 105, ouais, il faudra que je le fasse vite fait, comme ça, là, mais 1,5 € par litre. Il y a 10 kWh. Ouais, voilà. 1,5 € par litre, ça fait, si je ne me trompe pas rapidement, ça fait 150 € par mégawattheure de fourni, quoi. Et donc, bah oui, dans ce cas-là, je pense que du coup, on est dans les ordres de grandeur du solaire, donc c'est pas mal. Ouais. Après, il faut voir, est-ce qu'il y a une taxée derrière cette électricité autoconsommée? Parce que ce qu'il faut comprendre quand même dans le transport, c'est le transport, c'est la manne économique la taxe sur le gasoil, etc. C'est une grosse manne économique. C'était 42 milliards il y a 2-3 ans. C'est des trucs énormes. Et donc, si on vient diminuer ces taxes, bah, pour que l'État vive, il va falloir mettre des taxes sur les hautes parcs, quoi. Voilà. Et peut-être qu'il pourrait mettre sur ces électricités-là, par exemple. Et en ce qui concerne les excédents de production en été, quelle est votre position sur le stockage en hydrogène? L'hydrogène, on en parle en kilos, mais en fait, il faut en parler en volume parce qu'on a des volumes de réservoirs. Et sur un volume de l'équivalent de 50 litres, 100 litres, on met vraiment beaucoup moins d'énergie, mais vraiment beaucoup moins que l'électricité. Et après, donc une fois qu'on a transformé cette électricité en hydrogène, bah, cet hydrogène, il faut le retransformer en électricité dans la voiture, ou alors les voitures à hydrogène. Alors moi personnellement,
le rendement énergétique, c'est un truc de fou. De passer de l'électricité à l'hydrogène, puis repasser en électricité avec une pile à combustible, c'est vraiment le néant, quoi. On est dans la… Voilà. Et du coup, moi, je vois ça plutôt l'hydrogène pour les gros transports. Vraiment les gros transports ferroviaires et donc liquéfier. C'est très énergivore de liquéfier, mais au moins sur un certain volume, on a beaucoup plus d'autonomie. Donc ouais, à petite échelle, non, autant rester en électricité avec un stockage de batterie. Le kilo d'hydrogène qui sort là, qui sort de terre là en Alsace là, il coûte à peu près, je crois que c'est 1,50 € le kilo. Et l'hydrogène qui est fabriqué, l'hydrogène vert, c'est entre 4 et 5 € le coût de revient d'hydrogène. Si cet hydrogène vert, il prend bien le coût de revient de l'électricité produite, de l'électricité renouvelable, ou c'est juste basé sur un coût marché, donc incluant du nucléaire avec une garantie d'origine. Parce que souvent, l'hydrogène vert, ils mettent c'est de l'électricité réseau avec une garantie d'origine certifiant que c'est vert, quoi. Voilà. Après, voilà, juste dans certains… Peut-être. Mais bon. Non, mais moi, je préfère sur des petits trajets, là, dans les ruralités, là, moins que peut-être sur vos tracteurs. Et encore, déjà sur le biogaz, ça fait des gros tanks. Hein. Alors sur l'hydrogène, les tanks qu'il faudrait, et puis il faut mettre du 700 bars hein, pour que tu puisses avoir une certaine autonomie. C'est quand même… Non, pas à petite échelle. Moi, j'y crois. Personnellement, hors subvention, j'y crois pas à petite échelle. Mais déjà, on équipe tout ce qui est mobilité, nos voitures et des petits tracteurs, des tracteurs qui sont à court de ferme. En fait, là, c'est tout à fait pertinent d'avoir du matériel électrique. On sait que ça marche bien et il y a une bonne autonomie, etc. Quoi. Donc là, c'est la batterie. Quoi. Ouais. Voilà. Après, passer à l'hydrogène, les membranes, c'est du matériau. En fait, l'hydrogène, le problème, c'est la plus petite molécule. Elle passe à travers tous les matériaux et c'est hyper cher. Et puis, l'hydrogène, moi, j'ai travaillé avec l'hydrogène dans les cycles combinés. Il y a des énormes alternateurs avec plein de spires à l'intérieur. Et pour éviter l'échauffement, on met de l'hydrogène parce que c'est la plus petite molécule, elle va partout. Et pour mettre l'hydrogène dans cet alternateur, d'abord, on enlève l'air en mettant du CO2 et ensuite, on met l'hydrogène pour vraiment qu'il n'y ait pas de lien entre l'hydrogène et l'air. Et on le faisait le dimanche, hein. On ne le faisait pas quand il y avait du monde dans la centrale. C'est très dangereux aussi, attention, hein, faut pas. Ouais, moi, gros transport, ça sera maîtrisé. Et puis, il y a un intérêt parce que tu peux le liquéfier et avoir une bonne quantité d'énergie au mètre cube ou au litre. Mais sinon, c'est compliqué. Ouais. Petit transport, pour moi, favoriser l'électricité batterie. Quoi. On n'en est pas là encore, effectivement. Ouais, parce que ou le biogaz. En Europe du Nord, là, les éoliennes en mer… Moi, c'est mon avis après. Hein, c'est pas… Ah ouais. Mais de toute façon, on est là aussi, nous, parce qu'on ne connaît pas, c'est pour se voir un petit peu l'avenir et se renseigner sur les techniques. Et en Europe du Nord, là, les éoliennes qui sont en mer, on voit des reportages où en fait, c'est pour faire de l'hydrogène et non l'électricité. Oui. Vous avez un peu de confirmation, d'affirmation là-dessus? Oui, ça se fait à Saint-Nazaire, là aussi, avec Life. Comment dire, ils vont. En fait, au lieu de transporter l'électricité à travers la mer en basse tension où tu as beaucoup de pertes, tu fais de l'hydrogène directement sur place que tu peux transporter ou tu le fais sur. Bon, oui, mais moi je suis pas. C'est possible, mais faut le faire en grosse quantité, quoi. Voilà, c'est pas pour juste la mobilité locale, quoi. C'est pour des gros. Parce qu'après, c'est bien de le liquéfier, quoi. Voilà. Parce que dans 700, j'ai plus les ratios en tête là, mais dans 50 litres à 700 bars, tu mets moins que dans 50 litres de fuel. Hein. Tu mets largement moins. Alors après, moi, je suis pas contre ça. Hein. Ça, on vient à la sobriété, la résilience. Mais voilà. Et puis après. Et donc, quand on va dans beaucoup d'entreprises, il y a des petits chariots élévateurs à la bouteille de gaz. Donc, à terme, c'est plus intéressant de remplacer ces chariots électriques à bouteille de gaz par des chariots vraiment électriques. Oui. Et non avec une bouteille d'hydrogène. Oui, oui, moi oui, mais oui. Parce que Fenwick a déjà
Non, mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a 7 milliards de subventions qui sont mises par l'État sur l'hydrogène, l'électrolyse de l'eau. Voilà, donc, ils vont chercher partout. Tout le monde va chercher partout. Ça fonctionne. Mais bon, après, dans un monde vraiment de résilience, je fais partie du Shift Project aussi, des shifters. Je travaille avec une autre personne là, qui est pas mal sur l'hydrogène. On est assez d'accord ensemble là-dessus. Hein. Petite mobilité à l'hydrogène, compliqué. Donc nous, parce que bon, à la fois, quand même, on est à la base agriculteur, et après, donc l'électricité et puis tous ces dérivés, c'est un complément de vue. Il ne faut pas qu'on se trompe dans la réflexion. Après, moi, si vous voulez, on peut faire, mais bon, on peut faire des études exploratives, hein, si vous voulez, avoir des ordres de grandeur, pour avoir des ordres de grandeur généraux. Mais déjà, moi, je peux vous donner mon sentiment d'aujourd'hui, c'est ça. Après, on peut mettre les chiffres sur la table et la technique sur la table, hein, mais voilà, c'est un travail, quoi. Non, mais entre soulever une question et puis prendre une décision, il y a plusieurs étapes. Donc, il faut savoir où on met notre énergie aussi dans la réflexion. Ouais, c'est ça. Tonio, et je suis sincèrement. Toi qui as une vision, pour revenir sur le prix du mégawatt d'électricité, là, bon, on voit une tendance lourde à la baisse sur le marché de gros en France, mais en Europe, où ils sont nettement plus chers, le courant en moyenne, il coûte au kilowattheure 2 fois plus cher. Est-ce qu'il y a une tendance au niveau européen à la baisse autant qu'en France, entre guillemets? Alors, il faut bien différencier le marché de détail, donc les offres de fourniture, et le marché de gros, qui est en fait l'approvisionnement des fournisseurs. Le marché de gros, il diminue partout. En Europe, c'est lié parce qu'il y a des interconnexions électriques. Ça diminue vraiment partout. Et donc, tous les fournisseurs sont capables d'acheter de l'énergie moins chère. Après, il y a le marché de détail où, en effet, en Europe, ils sont plus chers que nous. Mais théoriquement, voilà. Après, ça dépend de ce qu'a mis en place comme subvention les États, parce que nous, par exemple, là, le TRV, théoriquement, il devrait mécaniquement diminuer parce que ce marché est en train de diminuer. Mais comme ils ont mis en place le bouclier tarifaire, peut-être qu'il ne va pas diminuer. Et en fait, et alors moi, je ne sais pas ce qu'ils ont mis en place dans les autres pays. S'ils n'ont pas mis en place des boucliers tarifaires, potentiellement, les autres pays, le prix de détail, il va diminuer plus bas que nous. Alors, ça, je ne sais pas. C'est vraiment, ça dépend des politiques, de quelle taxe ils mettent, quel coût d'acheminement ils mettent dedans. Voilà. Donc, je ne sais pas si sur le marché de gros, tout diminue. Après, sur le marché de détail, ça dépend des politiques. Théoriquement, ça devrait baisser. Comme nous, ça devrait baisser. Mais je pense que chez nous, ça ne va pas baisser pour compenser le mécanisme, les milliards donnés sur le bouclier tarifaire. Mais voilà, c'est que ma pensée, ça. Il n'y a rien d'écrit. Je ne sais pas. Et le marché de gros, comment ça le marché de gros, en fait, faut passer par un agrégateur. Faut être responsable d'équilibre pour accéder au marché de gros. C'est-à-dire qu'il faut être. Mais bon, un producteur va pouvoir peut-être bientôt être responsable d'équilibre. Et donc là, en tant que producteur, vous pouvez acheter directement. En tant que consommateur, vous pouvez passer par un agrégateur et dépendre des marchés assez facilement, il n'y a pas de problème. Par contre, en tant que consommateur, pour avoir accès directement au marché de gros, là, c'est des consommations faramineuses. Là, on est dans les 100 gigawattheures, 100 000 mégawattheures, 1 million de kilowattheures pour pouvoir avoir un intérêt à accéder à ce marché de gros. Parce qu'il te faut un trader et tu as des coûts d'accès, tu as des coûts de garantie bancaire, puisque tu vas acheter à quelqu'un, il va te demander une garantie bancaire. Voilà, voilà. Après, en fait, finalement, vous êtes tous un peu dépendants du marché de gros via les fournisseurs, via leurs offres, quoi. Voilà. En tant que consommateur, hein. Mais en tant que producteur aussi, si vous passez par un agrégateur. Et un consommateur qui, avant l'augmentation tarifaire, consommait 1 million d'euros d'électricité par an, vous le placez. Ah oui, en gros consommateur. Ouais. En gros consommateur. Alors. C'est plus le détail. Est-ce qu'il a intérêt à passer au marché de gros? Faut voir. Mais en tout cas, à 1 million d'euros, on a des offres où en fait on peut faire vraiment, on peut avoir le choix nous-mêmes de est-ce que j'achète un bloc sur l'année, à quel moment, ou alors 50% de ce bloc. Est-ce que je mets une partie en fonction du spot? Vraiment, là, tu peux tout faire, quoi. Sur les offres auprès de fournisseurs, il y a des fournisseurs qui laissent, c'est des gros consommateurs, quoi. Et je suis vraiment désolé, mais là, je suis vraiment obligé d'y aller.
Il y a une stratégie. Allô? Oui, mais non, on va arrêter. Ouais, je suis désolé parce que je vais être Oui. en retard, mais j'aime pas trop être en retard. Je suis vraiment désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est intéressant. Et puis, merci beaucoup. ben, en tout cas, je suis ouvert à tout questionnement. Moi, je fournis des informations comme ça jusqu'à un certain point où il faut étudier un peu les choses et voilà, il n'y a pas de problème. Ben, merci beaucoup pour cette intervention. Ouais. Et puis, on voit aussi Ben, que merci, si certains d'entre nous ont des contrats à négocier aussi, ça peut être une Ouais, bien solution. sûr. Et puis, on refera sûrement les choses autour de ce sujet-là. Merci beaucoup pour Merci l'intervention. beaucoup à vous. Bonne journée À à vous. bientôt. Désolé. Au revoir, à bientôt. Au revoir.